Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne proposée par VK. Aujourd'hui nous traiterons de la rédaction du rapport d'évaluation externe des ESSMS. Pour ce faire, nous accueillons Pierre Savigna, qui est maître de conférence associé à l'UPMF, Université de Grenoble 2, membre du conseil scientifique de l'ANESM et auteur de Conduire l'évaluation externe dans les ESSMS chez Duno et co-auteur de Gérer un EHPAD chez VK. Au cours de cette conférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions dans l'interface GoToWebinar à votre droite. Notre intervenant y répondra dans la mesure du possible au cours de sa présentation et à l'issue de celle-ci, puisqu'il y aura une séance de questions-réponses. Donc restez bien connectés suite à la présentation. Si d'aventure d'autres questions vous venez à l'esprit une fois la conférence terminée, vous pourrez les poser sur le forum de VK à l'adresse www.vk.fr/forum/. Je répète, www.vk.fr/forum/. Sachez qu'au cours de la conférence, vous serez invité à participer puisque celle-ci sera ponctuée de sondages. Et enfin, cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé. Voilà, Monsieur Savigna, c'est à vous, je vous laisse la parole. Oui, écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous donner un certain nombre d'éléments qui sont des repères sur les questions qui se posent autour de la confection, de la rédaction du rapport d'évaluation externe. Tout d'abord, rappelons les 4 objectifs de l'évaluation externe. Le premier, c'est porter une appréciation globale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réaliser quelque chose de totalement Pierre, exhaustif. si je peux vous interrompre, est-ce que vous pouvez mettre votre présentation en plein écran, s'il vous plaît? Oui, alors, plein écran. En mode diaporama, tout simplement, à partir du début. Est-ce que c'est bon, là? Allô? Oui, attendez 2 secondes. Oui, c'est bon, je vous remercie. Je vous en prie. Ouais, donc il ne s'agit pas de quelque chose d'exhaustif, appréciation globale au regard des missions, une appréciation globale sur la qualité du travail réalisé et sur la façon dont on peut appréhender les effets sur la situation des usagers. Le deuxième objectif, j'y reviendrai, c'est d'examiner les suites données à l'évaluation interne. Il y a ensuite ce troisième objectif qui est celui qui peut laisser un peu interrogatif, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de thématiques et registres spécifiques que le décret demande d'examiner plus particulièrement, avec deux focales plus particulières, l'une sur les personnalisations et le droit des usagers, l'autre sur l'inscription territoriale de la structure. Mais en réalité, lorsqu'on reclasse ces différentes thématiques et registres, on voit qu'elles ont un rapport soit avec les missions, soit avec l'organisation et le fonctionnement, soit avec les pratiques professionnelles collectives, soit avec les effets sur la situation des usagers, et enfin la formulation de propositions et de préconisations. Donc le rapport, à quoi sert-il? Bon, sur un plan juridique, je ne vais pas m'y appesantir, hein, c'est le fondement du renouvellement tacite de l'autorisation. Vous savez que le principe, le droit commun, c'est un renouvellement tacite. Et le droit d'exception, c'est le non-renouvellement tacite, c'est-à-dire de demander à l'établissement ou au service de refaire une demande d'autorisation, mais que cette décision ne peut se faire que sur le fondement du rapport d'évaluation externe. Mais au-delà de cette obligation juridique, c'est aussi un document qui doit être utile pour la structure, c'est-à-dire que c'est une vision, un regard extérieur sur la structure à un moment donné, et ça doit être utile pour ceux et celles qui ont fait l'évaluation, c'est un outil de management, et c'est également un support de dialogue avec les autorités publiques, au-delà du simple renouvellement de l'autorisation, puisque le rapport va mettre en valeur les points forts et les points d'amélioration nécessaires du service ou de l'établissement. J'attire juste l'attention sur les impacts d'un rapport qui serait jugé incomplet, même si la définition d'un rapport incomplet ou insatisfaisant n'est pas aujourd'hui d'une précision extrême. Disons que ce serait un rapport qui serait trop court, peu argumenté, qui ne balayerait pas l'ensemble des thématiques prévues. Je vais revenir sur la question du plan du rapport, dans lequel ne figurerait pas de propositions et de préconisations, ou qui ne disposerait pas des annexes réglementaires
prévues par le cahier des charges. Donc, dans ce cas-là, il y a des procédures qui sont prévues, soit d'un complément au rapport, soit éventuellement l'autorité publique peut demander à ce que le rapport soit refait, y compris par un autre organisme habilité si nécessaire. Les étapes de l'évaluation, là aussi c'est important de les repréciser. L'établissement ou le service est maître du jeu dans la phase préparatoire, avec le document de mise en concurrence et le choix du prestataire. Ce document de mise en concurrence, en réalité, c'est un cahier des charges, mais le décret portant déjà cahier des charges, le ministère n'a voulu ne pas être trop redondant, donc ça s'appelle document de mise en concurrence. C'est un peu ce qui va servir de soubassement, de cadre à l'évaluation externe et qui traduit le fait que le commanditaire a un rôle important dans le projet évaluatif. Néanmoins, c'est la deuxième étape, ce projet doit être co-construit, même si c'est le commanditaire qui l'arrête en définitive, le projet qui contient le cadre de référence spécifique, le questionnement évaluatif, mais aussi des questions de méthode. Donc il est co-construit avec l'évaluateur externe ou avec les évaluateurs externes, donc on est après le choix du prestataire, et le projet constitue le plan de vol de l'évaluation. La troisième phase, c'est la phase active proprement dite, c'est le recueil de l'information qui peut prendre des formes diverses. Il y a de l'analyse documentaire, qui est une phase très importante. Il y a des entretiens, il peut y avoir des groupes de travail, de l'observation, des rencontres non prévues. Donc c'est aux évaluateurs là de voir ce dont ils ont besoin, à la fois en s'appuyant sur ce qui a été déterminé dans le projet évaluatif, mais aussi le décret leur laisse une marge de manœuvre, une liberté pour pouvoir disposer de toute l'information qu'ils jugent nécessaire pour construire leur travail évaluatif. Et puis après, la quatrième phase, là, c'est vraiment une phase qui concerne directement les évaluateurs externes. C'est-à-dire, voilà, il va falloir que, à partir de l'information recueillie, les évaluateurs fassent un travail de synthèse, donc organisent d'une certaine façon l'information, la synthétise, l'analyse, et c'est dans cette phase, qui est une phase de travail importante, c'est dans cette phase que les évaluateurs externes vont en quelque sorte recoller les éléments d'information qu'ils ont recueillis, les éléments d'analyse qu'ils en tirent, avec les exigences du décret du 15 mai 2007, et notamment avec les différentes thématiques. Autrement dit, l'idée sur les thématiques, c'est-à-dire le troisième objectif de l'évaluation externe n'est pas de les prendre une par une et d'essayer de les évaluer de façon un peu notariale ou sous la forme de ce que ferait un audit, mais d'avoir en tête ces thématiques-là, et lorsque on fait le travail de synthèse et d'analyse, de pouvoir recoller l'information et les exigences du décret. Cette phase de synthèse et d'analyse permet le basculement sur la cinquième et dernière phase, qui est la phase pré-rapport et du rapport. Donc le décret a voulu bien formaliser cette étape de l'évaluation. Les évaluateurs externes rendent un pré-rapport qui est transmis au commanditaire, qui doit normalement être transmis à celles et ceux qui ont participé à l'évaluation. Il est certain que lorsque, dans l'évaluation externe, on a prévu une instance d'évaluation ou un comité de pilotage, peu importe, la lecture du pré-rapport lui échoit. C'est en général plus facile. Il est peu probable qu'on puisse faire lire un pré-rapport à un nombre important de parties prenantes. Donc ce genre d'instance, de ce point de vue-là, est relativement efficace pour traiter le pré-rapport. Parce qu'en effet, le pré-rapport est un outil de dialogue. C'est pour ça qu'il s'appelle pré-rapport, un dialogue à la fois entre les différentes parties prenantes qui voient là le travail réalisé sous une forme synthétique et reconstruite, et entre le commanditaire et les évaluateurs externes pour éventuellement d'abord dissiper peut-être des malentendus, parce que parfois les formulations
peuvent varier, donc c'est important d'éviter qu'il y ait des choses de ce type-là dans le rapport. Et si le cas échéant, pointer des appréciations sur lesquelles il n'y a pas totalement un accord de vue, où il y a des différences, où il y a des nuances entre le commanditaire ou certaines parties prenantes et ce que voit, ce que pense l'évaluateur externe. Une fois que ce travail, cette procédure contradictoire est réalisée, à ce moment-là, on passe à la phase du rapport proprement dit. Et là, le rapport, pour le coup, c'est la responsabilité pleine et entière, la responsabilité unique de l'évaluateur externe. C'est-à-dire que de la procédure contradictoire, du dialogue qui s'est développé, l'évaluateur externe prend ce avec quoi il estime qu'il n'y a pas de problème particulier, mais rien ne l'oblige à prendre l'ensemble des données. Il peut éventuellement, d'ailleurs, dans son rapport, souligner que sur telle ou telle question, l'avis du commanditaire ou de telle ou telle partie prenante diverge, mais en défendant son propre point de vue. Le rapport est rendu au commanditaire qui a la charge de le transmettre aux autorités qui délivrent, ou l'autorité, s'il y a une seule autorité, les autorités en cas d'autorisation conjointe qui sont, de par la loi, les destinataires de ce rapport. Donc, sondage. Oui, alors, comme je vous disais, donc la présentation va être ponctuée de sondages. Donc, premier sondage, alors, que je vais lancer dans une petite seconde. Hop, voilà. Où en êtes-vous dans votre démarche d'évaluation externe? Alors, soit dans la phase préparatoire du choix du prestataire, soit dans la co-construction du projet, soit dans le recueil de l'information, ou dans la phase de synthèse et d'analyse, ou dans le pré-rapport et rapport. Alors, je vous laisse quelques minutes pour voter, quelques secondes, dépend à quelle vitesse vous répondez. Pour l'instant, c'est la phase préparatoire qui est le dessus. Mais je vais pas faire de prédiction sur les résultats finaux. Voilà. Selon vous, Pierre, en général, les structures en sont où aujourd'hui? En fait, au 31 décembre, il y avait en gros 30% des structures qui avaient fini ou engagé leur évaluation externe. Donc ça laisse de la marge. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt sur une majorité de structures qui sont sur une phase préparatoire, qui peut être plus ou moins avancée dans la négociation avec les parties prenantes, avec les évaluateurs externes, pardon, dans le choix du prestataire. D'accord. Voilà, je vois que les votes ne bougent plus. Alors, vous êtes encore 30% à pas avoir voté. Je vous laisse encore quelques secondes. Et puis si je vois que ça bouge pas, je fermerai le sondage. Bon, apparemment, tous ceux qui souhaitaient voter ont voté. Donc, je vais partager les résultats. Ouais, donc, on est à 56% des votants qui sont dans la phase préparatoire. 18% dans la co-construction du projet, 12% dans le recueil de l'information, 3% dans la phase de synthèse et d'analyse et 12% dans le pré-rapport et le rapport. Donc c'est des résultats qui vous surprennent pas plus que ça, j'imagine? Non, je pense que c'est assez fidèle à ce que l'on peut percevoir de la réalité du terrain. D'accord. Ok, bah écoutez, je vous laisse poursuivre votre présentation. Merci. Donc, dans la question de l'évaluation externe qui impacte bien entendu à la fois le projet évaluatif et le rapport, il y a la question de l'évaluation interne. Alors tout d'abord, juste un rappel, c'est que la loi ne fait pas obligation formellement de faire une évaluation interne tous les 5 ans, mais de rendre compte de l'évaluation ou des évaluations conduites tous les 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de visions différentes d'ailleurs de l'évaluation interne, mais il peut y avoir dans un établissement ou dans un service parfois des travaux qui en fait sont de l'évaluation, mais qui n'ont pas forcément été baptisés comme tels. Donc il y a un premier travail préalable qui est à faire, c'est de rassembler l'ensemble des travaux qui ont été conduits et qui, sous une forme ou sous une autre,
ont de fait un objectif d'évaluation, c'est-à-dire de faire une analyse de ce qui se passe, de repérer les points forts et les points améliorés, et d'en tirer un certain nombre de propositions ou d'axes d'amélioration. Bien. Donc, ce que le rapport d'évaluation externe, ce que l'évaluation externe doit rendre compte en matière d'évaluation interne, c'est essentiellement trois éléments qui sont importants. D'ailleurs, le titre, c'est bien examiner les suites de l'évaluation interne. J'insiste sur le fait que les pouvoirs publics n'ont pas voulu encadrer les évaluations internes, donc il y a une grande liberté sur la façon de faire, et donc on ne peut pas porter une appréciation sur la façon dont était faite l'évaluation interne, mais on va porter une appréciation sur ce qu'il en ressort. Donc il y a un élément, 3 points clés. Donc premier élément, c'est la méthode et l'implication des parties prenantes, c'est-à-dire de regarder comment elles ont été associées dans l'évaluation interne. Très souvent d'ailleurs on constate par exemple que les usagers sont très peu associés à l'évaluation interne. La deuxième chose qui est importante, c'est le plan d'action, comment il est suivi et les effets de ce plan d'action, c'est-à-dire en clair, l'évaluation interne a-t-elle été utile, a-t-elle été suivie des faits, et si oui, lesquels. Et puis quelque chose qui est un peu plus subjectif, mais qui est intéressant à mettre en lumière, c'est de pouvoir apprécier la dynamique produite par l'évaluation interne, qui souvent a fortement mobilisé les équipes, fortement mobilisé les professionnels, et c'est important d'avoir là une appréciation, un regard extérieur sur la réalité de cette dynamique. Dans les précautions, je l'ai déjà dit, hein, il y a la volonté de ne pas encadrer les évaluations internes, donc il n'y a pas de dogme sur l'évaluation interne, il n'y a pas un cahier des charges, et les productions de l'ANESM de ce point de vue-là ne sont que des recommandations qui sont des repères, mais qui n'ont en aucun cas, et l'ANESM insiste beaucoup là-dessus, un caractère normatif de quelque nature que ce soit. Et puis, prendre en compte que souvent les évaluations internes ont servi d'apprentissage pour les professionnels, que c'était une première façon d'appréhender l'évaluation, et forcément, dans une phase d'apprentissage, il y a des choses qui sont moins bien que d'autres. L'évaluateur externe peut pointer quelques éléments qui permettront d'améliorer les évaluations internes ultérieures, non pas en termes d'appréciation, mais plutôt en termes de propositions et de préconisations. Deuxième question qui fait beaucoup débat, c'est les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Donc je l'ai dit sur celles relatives à l'évaluation interne, mais c'est vrai pour toutes les recommandations. Les recommandations recommandent en quelque sorte, elles n'ont pas de portée normative, elles sont établies à partir de travaux qui portent à la fois sur des éléments théoriques, sur la littérature concernée par le thème de travail, mais aussi avec l'association de professionnels, des visites de terrain, etc. Donc, ces recommandations, en réalité, elles montrent l'état de l'art, si je puis dire, du secteur sur un sujet donné. Elles sont donc pas exhaustives, parce qu'il peut y avoir des pratiques qui ne sont pas repérées, et puis il peut y avoir aussi des pratiques qui ne font pas forcément consensus. Or, la construction de ces recommandations fonctionne sur le consensus. Donc voilà, elles sont intéressantes parce qu'elles synthétisent en quelques pages un peu cet état de situation et là où on en est sur une question, mais elles sont forcément partiellement lacunaires. Donc c'est des repères, c'est pas des normes. La deuxième élément important, c'est que l'ANESM a un agenda de production des recommandations qui ne correspond pas forcément à l'agenda des établissements et services. Si par exemple un établissement ou un service a fait son projet d'établissement un an avant la publication de la recommandation, bien entendu, il ne va pas refaire le projet au seul motif que la recommandation est parue. Donc dans l'appréciation de l'utilisation et de la mobilisation des recommandations par les établissements et services, la question de l'agenda est importante. L'utilisation des recommandations n'est pas forcément immédiate après sa parution. L'objectif en matière d'évaluation va être d'analyser les écarts entre les pratiques constatées et celles préconisées. L'analyse des écarts donc, permet de voir
comment l'établissement se situe par rapport à ces pratiques qui procèdent des recommandations, mais c'est une analyse, c'est-à-dire que ce travail ne peut pas se limiter au simple constat d'écart. Bien entendu, il faut aussi l'apprécier au regard des missions d'une part, au regard de l'évolution des publics et au regard des effets sur les pratiques professionnelles d'un côté, sur la situation des usagers de l'autre. À un moment donné, une pratique qui s'écarte de ce qui est recommandé peut être une bonne pratique. Elle n'est pas forcément mauvaise. C'est l'une des grandes différences entre l'évaluation et l'audit, dans la mesure où si on était dans le cadre de l'audit, l'écart, on constaterait l'écart et l'objectif, ce serait de réduire l'écart. Là, la question en évaluation, on constate l'écart, bien entendu, mais l'objectif n'est pas forcément de le réduire s'il apparaît que la pratique constatée, la pratique réelle, est aussi efficace, voire plus efficace, dans le cas d'espèces que celles qui sont préconisées. Du coup, l'évaluateur externe doit avoir une bonne connaissance des recommandations de bonne pratique. Alors, pas forcément totalement exhaustive, mais d'une part, un certain nombre d'entre elles bénéficient d'un résumé, donc ça permet de voir l'essentiel. Parfois, certaines ont en fin de chapitre une page qui résume l'essentiel. Donc c'est cela que l'évaluateur externe doit s'approprier pour faire le travail, quitte, s'il repère un écart particulier, d'aller plus au fond de la recommandation pour étayer son point de vue. Et donc les limites de l'appréciation, c'est celle dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire qu'on est en évaluation, donc l'appréciation, elle est aussi discutable, discutée, et peut-être la difficulté pour l'évaluateur externe, c'est d'éviter de se mettre à la place du service ou de l'établissement et de pouvoir avoir un point de vue distancié et pouvoir apprécier des pratiques que lui-même éventuellement ne souhaiterait pas développer s'il était en responsabilité dans l'établissement ou le service par exemple. Ok, donc Voilà, c'est le moment, ouais, le moment du deuxième sondage. Vous basez-vous sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM dans vos travaux? Alors, je vous laisse quelques minutes pour voter. Pendant ce temps-là, je vais vous transmettre une première question, Pierre. Oui. Alors, une question de Bénédicte qui voudrait savoir, peut-on imaginer, voire craindre, une modification de la philosophie des évaluations internes et externes avec la montée en importance de l'ANAP et de ses indicateurs? D'accord, je réponds tout de suite? Non. Oui, oui. Non, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Les indicateurs de l'ANAP, notamment le tableau de bord qui va se déployer progressivement jusqu'en 2015, va porter et porte uniquement sur des indicateurs de gestion. D'ailleurs, la plupart des indicateurs contenus dans ce tableau de bord sont des indicateurs existants, ils sont simplement réorganisés et réorientés. L'ANAP ne va pas aller sur les questions de qualité et d'évaluation. Donc l'ANAP, les travaux de l'ANAP, dont certains d'ailleurs sont pas inintéressants et peuvent même être utiles, je pense à ceux sur l'alimentation pour les personnes âgées, les travaux de l'ANAP n'empiéteront pas sur le champ de l'évaluation, qu'elle soit interne ou externe d'ailleurs. D'accord, donc Bénédicte réagit et me dit il y a quand même des indicateurs de maturité en GRH. 3 petits points. Oui, en gestion des ressources humaines, oui, là on est sur les indicateurs de gestion. Alors les indices de maturité, c'est des échelles de maturité, c'est un peu, enfin c'est une novation dans notre secteur, mais c'est pas une novation, c'est des choses qu'on utilise dans beaucoup de domaines. On est vraiment dans de la gestion. C'est-à-dire que là on apprécie la qualité de la gestion des ressources humaines. Ce n'est pas un des objectifs de l'évaluation qui porte elle sur les missions. Sur la qualité des pratiques développées pour la mise en œuvre des missions et les effets sur la situation des usagers. L'évaluation ne concerne ni la gestion des ressources humaines, ni la gestion financière, ni la gestion du patrimoine. Ok, merci. Alors je ferme le sondage, je pense que tout le monde a voté.
Et alors, les résultats, eh ben, oui, 92% de nos auditeurs se basent sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la NESM. Voilà, j'imagine que ça vous fait plaisir. Oui, oui, non, mais en plus, je crois que les recommandations, de façon générale, ce sont plutôt de bonne qualité. Hein. L'ANESM, c'est 25 personnes, hein, donc c'est pas elle qui produit les recommandations. L'ANESM est une sorte de facilitateur. D'abord, la loi dit qu'elle valide les recommandations de bonne pratique. C'est-à-dire qu'en gros, elle les organise, elle les collecte, elle les met en débat, mais l'essentiel du travail d'élaboration des recommandations sont le fait de professionnels de terrain ou de représentants des fédérations. Et d'ailleurs, chacun peut constater à la fin des recommandations, de chacune des recommandations, la liste des personnes qui ont été impliquées. Et depuis quelque temps maintenant, la NESM fait même des appels à candidature, c'est-à-dire que lorsqu'elle va produire une recommandation, elle fait un appel public à toutes celles et ceux qui voudraient participer, apporter une contribution. Donc on a vraiment quelque chose qui vient du terrain, qui encore une fois n'est pas exhaustif parce qu'il faut que les recommandations fassent consensus globalement, mais pour autant elles sont représentatives de ce qui se fait aujourd'hui. Donc le fait qu'elles soient utilisées à 90-12% ne m'étonne pas. Oui. Il y a une réaction de Stéphane quant au sondage qui dit cette deuxième question du sondage aurait peut-être mérité une réponse intermédiaire, à savoir oui, on les utilise partiellement. Oui, bien sûr. Bien sûr, partiellement, c'est pas. Je veux dire, les recommandations, c'est aussi une boîte à outils. Alors, il y a deux choses dans les recommandations. Il y a un sens général qui souvent est exprimé dans les premières pages, et puis après, il y a un certain nombre de thématiques qui sont développées. Il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés, et c'est vrai que c'est un peu une boîte à outils. C'est-à-dire, c'est en ce sens où c'est pas une norme justement, c'est qu'elles sont pas propension à être appliquées telles quelles, donc on peut y aller faire son marché et éventuellement se décaler un peu de certaines des propositions qui sont faites. Ok, merci beaucoup. Bah écoutez, je vous laisse continuer la présentation. Voilà, donc je vais juste revenir un tout petit peu hein, sur ce que j'ai déjà annoncé un peu sur la phase d'analyse et de synthèse, mais pour repréciser bien les choses, d'une part, c'est très important de collecter un maximum d'informations. Donc là, je m'adresse plutôt aux évaluateurs externes, bien entendu. Je l'ai dit sur l'analyse documentaire, je reconnais, c'est un gros travail de compiler des documents qui voilà, sont diverses, variés, avec des constructions différentes. Les entretiens, les rencontres sont très importantes et notamment de ce point de vue-là, je pense que l'évaluation interne doit être un moment où on va vraiment impliquer le mieux possible les usagers. Je le disais dans les évaluations internes, c'était normal en phase d'apprentissage, hein, bien entendu, on a peu impliqué les usagers. Là, c'est important de les appliquer, notamment dans des entretiens ou dans des groupes de parole, sous des formes diverses et adaptées à chacun des publics, bien entendu, mais de le faire de façon ouverte, en faisant attention aux mots qu'ils emploient, en ne cherchant pas à calquer un vocabulaire professionnel. Ce qui implique d'ailleurs beaucoup de savoir-faire et de savoir se mettre à distance aussi de la parole de l'usager. Les usagers, parfois, disent des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Et donc la question que l'on doit se poser à ce moment-là, c'est pas de savoir si c'est vrai ou faux, mais de savoir pourquoi ils ont ce sentiment, pourquoi ils ont l'impression de telle ou telle chose, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et donc là, il y a un matériau qui est très important, parce que dans le courant, dans le quotidien, on n'a pas toujours le temps de faire ça, et le fait que les entretiens se fassent par un tiers, quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de neutre entre guillemets, peut faciliter ça. C'est vrai aussi avec le personnel. Je crois que c'est important que l'évaluation externe soit un espace où la parole est libre, bien entendu en restant correct et courtois, cela va sans dire, en sachant qu'on évalue des pratiques, des actions, on n'évalue pas des personnes, mais que les personnels puissent dire leurs sentiments sur telle ou telle chose. Par exemple, dans une démarche qualité, c'est pas inintéressant de savoir si les personnels ont été convaincus sur le fond, s'ils sont plutôt allés parce que il faut bien y aller, puis
ils sont disciplinés, quels ont été leurs avis là-dessus. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Donc les entretiens et les rencontres doivent être bien calibrés et il faut prendre du temps pour ça et pas trop les cadrer. Laisser des espaces de respiration, de liberté. Et puis l'observation est intéressante, on apprend beaucoup de choses en circulant. Alors là, c'est plutôt pour les établissements, bien entendu, pour les services, c'est pas praticable, mais pour les établissements, voilà, d'être un peu le nez au vent, de regarder les choses, d'écouter. Enfin, voilà, je crois que c'est tout à fait important. Deuxième élément sur la phase d'analyse, c'est, vous savez que lorsqu'il y a certification de services, que ce soit pour un établissement ou pour des services, elles peuvent être prises en compte en partie pour l'évaluation externe. L'idée en réalité, bon, les arrêtés sont un peu compliqués des fois à comprendre parce que sur certains items, on nous dit que le référentiel de certification correspond à la moitié, aux 2/3, aux 3/4. Bon, c'est vrai que ça peut un peu désarçonner. En réalité, il faut essayer de faire simple. L'idée, c'est que dans l'analyse documentaire, on regarde ce qu'a donné la certification pour éviter les doublons et de refaire ce qui a été fait. Donc on s'appuie sur les travaux des certificateurs pour prendre plus de temps sur des domaines qui n'ont pas été explorés ou suffisamment explorés. Voilà, donc sur l'articulation avec les objectifs fixés par le cahier des charges, j'en ai déjà parlé. Le premier thème est important à l'appréciation globale. On retrouvera d'ailleurs cet item dans l'abrégé. C'est vraiment la synthèse de la synthèse, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un peu ça l'idée dans cette partie-là pour l'évaluateur externe, c'est qu'est-ce que je retiens de cette structure en quelques mots, en quelques phrases, comment je décris ce qui se passe, ce qui se fait, comment elle se situe dans la politique publique dont elle relève. Suite de l'évaluation interne, je n'y reviens pas, et les 17 items, parce qu'en fait il y en a 15, mais vous avez pu constater qu'il y en a 2 qui sont dédoublés. Donc les 17 items du troisième objectif. Bon là je reviens pas. Dans mon bouquin qui a été cité en introduction, dont la deuxième édition est parue en février dernier, j'ai fait des tableaux de correspondance entre les items, la synthèse, l'abrégé, etc., pour montrer comment on peut les prendre en compte dans la phase d'analyse. Phase d'analyse qui est importante, en sachant que il faut bien distinguer ce qui relève de l'effectivité, c'est-à-dire que en évaluation, il faut quand même regarder si les choses se passent. Est-ce qu'on a un projet d'établissement? Parce que s'il n'y en a pas, ça pose un problème. Est-ce qu'il y a un conseil de la vie sociale? Est-ce qu'il y a des contrats qui sont faits, que ce soit en établissement ou service, avec les usagers? Est-ce qu'il y a des temps de synthèse entre professionnels, donc tout ça est important. L'évaluation, c'est l'appréciation et l'analyse d'écart, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tout écart n'est pas forcément mauvais. Je ne reviens pas sur la procédure d'élaboration du rapport parce que j'ai anticipé tout à l'heure dans la diapositive plus générale. Je veux juste dire que c'est une phase très très importante, une phase de débat, et il faut prendre le temps de bien la soigner, notamment la phase contradictoire, parce qu'effectivement, elle permet aussi de vraiment d'affiner le document. Il va sans dire que le pré-rapport doit également contenir une proposition de la synthèse et une proposition d'abrégé. Voilà, troisième sondage. Oui, alors, je lance de suite. Donc, bon, ça tombe un peu à l'eau, puisque on a vu que seulement 12% des personnes tout à l'heure étaient à la phase de rédaction. Donc bah pour ces 12%, je vous laisse le loisir de répondre. Alors on en est où? À 10% de votants, oui forcément. Pendant que je laisse encore un petit peu de temps, je vais vous transmettre des réactions et réponses, notamment par rapport à la question des recommandations de l'ANESM tout à l'heure. Blaise qui voulait juste réagir et dire que peut-être que elles étaient trop larges pour avoir une application concrète, mais bon, je pense que comme vous disiez, c'est une boîte à outils. Après, oui, chacun ça y dépend. trouve. Effectivement, alors, si vous prenez celle sur la bientraitance, elle est très très large. C'était l'une des premières. Si vous prenez celle, alors c'est peut-être pas votre secteur d'intervention, mais celle sur la qualité de vie en EHPAD,
ou en femmes masse, il y a des choses très concrètes et il y a des voilà. Après, on prend ce qui intéresse, ce qui rentre sur l'agenda de l'établissement ou du service. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Je vais prendre une question aussi de Aude, c'était une des premières questions. Quelle est la position de l'ANESM quant à la certification NF? Alors, l'ANES n'a pas de position puisque ça relève de la loi, hein, c'est la loi dite HPST de juillet 2009 qui a calé ça et qui a limité la prise en compte des certifications, enfin la prise en compte réglementaire aux certifications de services. Donc, c'est pas à toute certification. Néanmoins, je pense par exemple aux ESAT, aux CAT, qui peuvent avoir des certifications entre autres de type ISO, qui ne sont pas non plus prises en compte réglementairement. Ça n'empêche pas l'évaluateur externe d'en tenir compte, comme il va tenir compte des évaluations externes, comme il va tenir compte des éventuels audits qui ont été faits. Dans l'analyse documentaire, l'évaluateur externe prend en compte tout ce dont il pense avoir besoin pour faire son boulot. Donc, si vous voulez, même s'il n'y a pas de prise en compte réglementaire, ça change pas grand-chose. En réalité, il faut simplement savoir que la loi de 2009 est le fruit d'un compromis, c'est-à-dire qu'un certain nombre de fédérations, notamment des EHPAD à caractère, à statut commercial, auraient voulu que la certification vaille évaluation externe. C'était ça l'objectif. Le ministère s'y est opposé et il y a eu un compromis de prise en charge partielle. Mais de fait, on prend en évaluation, on prend en charge, on prend en compte ces choses-là. Si un établissement ou un service a fait une démarche qualité, c'est pas dit en tant que tel, mais bien entendu qu'on va la prendre en compte et qu'on ne refera pas des choses qui ont été éventuellement explorées, discutées, construites dans le cadre de la démarche qualité. Donc il ne faut pas trop se formaliser là-dessus. Ok, merci beaucoup. Je vais fermer le sondage. On est à 17% de votants, mais je pense oui, voilà, puisqu'on avait la plupart des gens qui n'en étaient pas encore là. Donc alors j'ai une réaction d'une de nos intervenantes qui veut savoir combien de personnes ont voté. Vous êtes une cinquantaine à nous suivre aujourd'hui, sachant que sur les 50, il y en a 12% qui ont voté. Effectivement, on est là sur ce sondage-là, sur quelque chose d'assez peu représentatif. Alors je peux pas vous donner les nombres exacts parce que je les ai pas et je suis pas assez matheux pour faire le calcul tout de suite, mais donc voilà, vous pouvez voir que ça sur fait 6% en fait. Oui, merci. 12%, ça fait 6%. Ok. Donc du coup, ça fait 25% de ces 6% qui sont pré-rapport. Voilà. Autant à la phase contradictoire, 13% à la rédaction du rapport final et 38% à la remise du rapport. Est-ce que ça vous surprend ou? Non, je pense que vu qu'on est au mois de tout début avril, ça ne me surprend pas. Il va y avoir un phénomène d'accélération et de montée en charge exponentielle avec d'ailleurs un risque d'embolisation. Donc vraiment, s'il y a des responsables d'établissements qui écoutent et qui n'ont pas encore commencé à sélectionner leurs prestataires, il faut y aller très vite maintenant. Ouais, donc j'allais dire pas de panique, mais en fait si, un petit peu. Oui, parce que c'est quand même maintenant, fin décembre, voilà, c'est encore jouable, hein, c'est pas perdu, mais il faut pas trop traîner, quoi. Ok. Bon, merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre. Je continue donc ouais. Rapidement sur le contenu général du rapport d'évaluation externe. Donc là, c'est là où d'ailleurs la question du rapport incomplet peut se jouer. Donc il faut bien tenir compte de cela. Donc les éléments de cadrage, ça j'y reviens pas. Sur l'établissement, c'est pas compliqué. C'est important de décrire la procédure d'évaluation externe, c'est repartir un peu le projet d'évaluation, comment on a travaillé, les informations recueillies, le troisième point, l'analyse que l'on en tire. Après, il y a le modèle de synthèse donc, qui est sur le site de l'ANESM, qui est un peu une espèce de... Le modèle de synthèse, il faut le comprendre comme dans un livre ou dans un gros rapport, c'est une forme d'encadré, si vous voulez, qu'on met là pour effectivement un peu résumer les choses. Un certain nombre d'observations que l'évaluateur externe peut formuler sur l'adaptation des modes d'accueil et d'accompagnement, c'est une partie un peu libre. C'est pour inciter effectivement l'idée de... ça renvoie à l'idée de l'appréciation globale en fait, hein, c'est quelque chose d'un peu ramassé, et puis des annexes donc avec le modèle d'abrégé et le contrat avec les évaluateurs externes et les curriculum vitae et la composition pardon de l'équipe d'évaluation.
Juste un mot quand même, parce que c'est important, c'est que lorsque le commanditaire reçoit le rapport d'évaluation externe, il peut y associer ses propres observations, soit s'il y a eu des points sur lesquels lui et l'évaluateur externe ne sont pas mis totalement d'accord, donc c'est important qu'il fasse valoir son point de vue, mais ça peut être aussi de simplement resituer l'évaluation externe dans l'histoire de l'établissement, où on en était, et peut-être le commanditaire peut donner déjà quelques éléments sur ce qu'il compte en retirer en termes de stratégie ou de plan d'action. C'est intéressant que les autorités publiques aient aussi déjà des premiers éléments sur ce que le commanditaire va faire, comment il va utiliser les résultats de cette évaluation externe, en sachant que ce point de vue, il doit aussi le formuler dans l'abrégé. C'est la case numéro 10, et il a un point de vue à donner à la fois sur le déroulement de l'évaluation externe et à la fois sur le fond. Donc les commanditaires doivent bien soigner cette dimension. Et enfin, juste un mot sur le traitement des rapports. Aujourd'hui, il y a un intense travail qui se fait notamment au niveau des ARS et un peu sous leur impulsion. Les conseils généraux s'y mettent, et c'est un débat, il n'est pas fini parce que bien entendu les rapports n'arrivent pour l'instant qu'au compte-gouttes, mais il y a un débat chez les autorités publiques qui est ouvert sur la façon dont les rapports vont être traités. Il sort quand même un certain nombre d'éléments déjà, des premiers travaux qu'on voit à droite à gauche, et notamment dans le cadre de la Société française de l'évaluation, on a fait un premier travail avec des représentants des autorités publiques là-dessus il y a quelque temps. Se dessine un principe de transparence, c'est-à-dire de faire que les autorités publiques disent quels seront leurs critères d'appréciation des rapports. Les autorités publiques vont déterminer des critères prioritaires, c'est-à-dire dans l'ensemble des éléments qui ressortiront des rapports, ils vont établir des focales particulières. Alors, c'est effectivement intéressant parce que ça permet de hiérarchiser les questions. Par contre, il est certain que nous aurons des disparités territoriales. Rien n'est prévu pour harmoniser au plan national les critères prioritaires. Il y a peu de chances que ça se fasse. Ça se fera peut-être dans un second temps, mais pour cette vague d'évaluation externe, il y aura des variants, mais il y aura sûrement quelques éléments qui ne seront pas identiques d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Le traitement est envisagé sur 3 plans. D'abord, le traitement par établissement et service, il est obligatoire, bien entendu. Beaucoup d'autorités publiques envisagent un traitement aussi collectif, c'est-à-dire de rapprocher les évaluations, par exemple, sur les EHPAD dans un territoire donné, ou sur les services dans un territoire donné. Et un certain nombre d'autorités attendent aussi d'y trouver des éléments qui vont nourrir les schémas sur les besoins à venir, le type de réponse apportée, etc. Bon, ça peut être important, d'autant plus que dans la préparation des schémas, les établissements et les services y sont associés. Certaines autorités vont construire des grilles d'analyse, combinant éventuellement cotation et commentaires. Là aussi, l'essentiel, c'est la transparence, c'est que les critères soient donnés. Les autorités publiques ont aussi le souci de rapprocher les informations contenues dans les rapports d'évaluation des informations dont ils disposent, soit au travers des rapports d'activité, soit des inspections, soit des rencontres qu'ils ont eues avec les établissements et services, etc. Et notamment pour voir s'il n'y a pas de trop grands écarts entre l'information qu'ils avaient déjà et donc le sentiment qu'ils avaient sur un établissement et service et ce qui ressort du rapport d'évaluation. Et puis l'idée quand même qui semble se développer d'un retour vers les établissements, non seulement d'un retour individuel, mais aussi d'un retour collectif, sans doute aux échelles départementales. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question-là. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des interrogations. Merci beaucoup Pierre. Effectivement, il y a beaucoup de questions, donc on va traiter tout ça. Juste avant, une petite remarque, c'est Raled qui me fait remarquer qu'on vous voit pas beaucoup. C'est vrai que si vous pouvez incliner votre écran, ouais. Ou bon, après c'est pas. Là, on voit que le bas là du coup.
Il Alors faudrait que vous... attendez. Oui, il faut un juste milieu. Là, Voilà, là c'est parfait. c'est bon? Oui. Bon, je ne bouge plus. Ok. Avant de donc d'enchaîner avec les questions-réponses, juste si vous voulez en savoir plus, VK propose différentes solutions sur ce thème, notamment des formations telles le rapport d'évaluation externe en ESSMS mode d'emploi, qui pour l'instant est disponible qu'en intra, et puis ESSMS, élaborer, évaluer votre projet d'établissement. La prochaine session étant les 16 et 17 juin. Nous avons aussi des bases documentaires, évaluer la qualité de votre structure sociale ou médico-sociale, gérer un EHPAD au quotidien, pour lequel vous êtes auteur, et gérer une structure de service à la personne. Je vous envoie les liens, par la fenêtre de chat vers tous ces produits. Pierre, si vous voulez pendant ce temps-là parler aussi de votre ouvrage. Oui, j'en ai juste deux mots. ressortir. Donc c'est un ouvrage qui se veut pratique, qui suit le décret pas à pas et qui donne un certain nombre d'outils permettant de comprendre ce qui est demandé et puis d'aller de pouvoir donner une cohérence aux différents supports qui composent le rapport d'évaluation. Ok, et donc il s'intitule, rappelez-nous. Et conduire l'évaluation externe dans les ESSMS, donc c'est tout simple, chez Duno. Et la deuxième édition vient de paraître en février dernier. Ok. Je vous envoie également via le chat l'adresse du forum VK si vous avez des questions, qui viendraient après la conférence. Pendant ce temps-là, je vais vous commencer à vous transmettre, Pierre, les questions de nos participants. Alors, une petite seconde que je les rouvre. Alors, une question de Blaise. Comment associer l'usager autiste qui ne parle pas et utilise des outils de communication et utiliser des outils de communication adaptés? Par Oui. exemple, comment recueillir la satisfaction des résidents? Alors là, effectivement, c'est important. Je ne sais pas si Blaise est un commanditaire ou un évaluateur externe. Pour le commanditaire, dans son cahier des charges, s'il y a des publics type autistes ou autres, des publics qui ont des difficultés de communication, je pense que c'est important que dans le choix du prestataire, il demande à ce qu'il y ait, au moins sur un temps dédié, une compétence dans les communications non verbales et adaptée au public. Ça existe, il y a des gens qui savent faire cette communication et je crois que c'est important, c'est une occasion justement de recueillir ces éléments. Et donc, ça me paraît quelque chose qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas s'arrêter aux difficultés de communication que rencontrent un certain nombre d'usagers. Ok, merci beaucoup. Toujours Blaise qui veut savoir, le recueil de la satisfaction des familles et des représentants légaux peut-elle être considérée comme une façon d'associer les usagers à l'évaluation? Je précise que nous sommes une MAS pour personnes autistes. D'accord. Alors, je pense que associer les familles, éventuellement les tuteurs, me paraît une excellente chose. Je crois ça ne peut pas remplacer totalement la rencontre avec les usagers directs, mais je crois que les familles, dans une masse, c'est indispensable de le faire comme dans un EHPAD, parce que c'est aussi un point de vue. Et après, d'ailleurs, c'est intéressant de croiser un peu les sentiments des uns et des autres qui ne sont pas toujours congruents. Ok, merci. Alors, une question de Christelle. La circulaire du 31 décembre précise que la certification est un diagnostic préalable et que tous les items de l'EE doivent être vus, y compris quand il y a une correspondance complète. Par rapport à votre point de vue, comment articule-t-on l'EE avec la certification? Oui, parce que je pense que les arrêtés ont été faits sans véritablement méthodologie. C'est ce que je disais, avec des items qui seraient vus aux 2/3, aux 3/4, complets. Bon, tout ça est un peu confus. Je pense simplement que l'évaluateur externe doit lire le rapport de certification ou les rapports de certification et c'est sa propre responsabilité de voir l'information dont il pense qu'elle est utile, de voir les thématiques dont il pense qu'il n'y a pas lieu d'y consacrer un temps infini dans le cadre de l'évaluation externe, et celles au contraire sur lesquelles il faut approfondir. Donc il faut prendre le rapport de certification comme on prend le bilan d'une démarche qualité
ou d'un audit qui serait fait, et pas trop s'accrocher à la lettre des arrêtés de concordance qui ne sont pas d'une très grande utilité. Ok. Autre question de Christelle, par rapport à la certification, pourquoi les SAD agréés et certifiés sont-ils dispensés de l'évaluation? Là aussi, ça a été le fruit d'un compromis parce que lorsqu'il y a eu la loi Borloo de 2005 sur la cohésion sociale, la première mouture avait sorti quasiment les services à la personne du champ de l'action sociale et avait prôné le système de l'agrément qui à l'époque s'appelait agrément qualité dans une logique plutôt de développement de l'emploi, d'allègement des contraintes, et d'ailleurs l'agrément, la délivrance de l'agrément avait et reste confiée à l'administration de l'emploi. Il y a eu une levée de bouclier des grosses associations du maintien à domicile, notamment ADMR, l'UNA, etc. Et là aussi, il y a eu un compromis, c'est-à-dire qu'au lieu de rebasculer l'ensemble des services à domicile dans le champ de l'action sociale, le gouvernement a mis en place un droit d'option. Donc vous avez pour le même boulot, les mêmes missions, des services qui restent agréés, donc qui relèvent de l'administration de l'emploi, sur une logique généraliste, donc effectivement où là la certification suffit, et puis des services autorisés qui eux relèvent de la loi de 2002 et donc de l'évaluation externe. C'est une anomalie, c'est régulièrement dénoncé. Le problème, c'est que les pouvoirs publics ne veulent pas trancher en faveur de l'une ou l'autre solution. Donc les deux procédures concurrentes existent. Ok. Une question de Khaled. Pourquoi la question de la gouvernance n'est pas posée par l'ANESM à travers ces questionnements? C'est primordial. Oui, c'est primordial, mais c'est pas dans les objectifs de l'évaluation. Donc la question de la... alors on peut éventuellement, dans le projet évaluatif, introduire une évaluation de la gouvernance, hein, c'est pas du tout interdit. Ça peut procéder d'ailleurs de l'appréciation globale, c'est-à-dire la question pourrait être en quoi la gouvernance est-elle pertinente par rapport aux missions, par rapport au projet en direction des personnes accueillies ou accompagnées, et en quoi cette gouvernance est-elle efficace. Donc ça, c'est une question qu'on peut poser. C'est vrai qu'en termes de recommandations, l'ANES n'a pas abordé ça. Je crois que le consensus serait très difficile à obtenir aujourd'hui entre les différentes fédérations. Ok. Une question de Stéphane, qui est plus un commentaire ou une réaction sur son expérience personnelle. Les évaluateurs ont travaillé sous la forme de deux binômes. Les pré-rapports qu'ils nous ont fournis sont de qualité très différente selon le binôme concerné. Notamment, ce qui nous laisse sur notre faim, c'est qu'un binôme ne formule aucune préconisation. Nous rencontrons les évaluateurs la semaine prochaine pour leur formuler cette déception. Un petit point. Alors, je ne sais pas si c'est une situation qui est fréquente. Alors, je pense que ça doit être plus qu'une déception, ça doit être un désaccord, c'est-à-dire qu'il faut leur demander de revoir leur copie. C'est le rapport, un rapport sans proposition et préconisation risque d'être retoqué par l'autorité publique, c'est-à-dire que ça va être rapport incomplet. Donc là, je pense que il faut dire aux évaluateurs externes, non, vous n'avez pas fait le job complètement, donc il faut que vous remuscliez votre copie et que vous introduisiez cela. Voilà, et je pense qu'il là-dessus, en tant que commanditaire, il doit être ferme sur la question et pas simplement faire état d'une déception. Ok. Surtout qu'il y a du temps pour refaire. S'il en est à la phase du pré-rapport, ça va, il a largement le temps de refaire la copie. Ok. Question de Anaïs. L'abrégé doit-il être obligatoirement en annexe? Oui. C'est dans le décret de janvier 2012. Ok. Une question de Fabienne. Peut-on estimer une durée moyenne de l'évaluation externe à partir du moment du choix du prestataire? Alors, il faut distinguer déjà le travail hors site et sur site. L'analyse documentaire, l'évaluateur n'a pas besoin de venir. Sur site, en gros, on estime... alors, après, ça peut être un ou un binôme d'évaluateurs. C'est vrai qu'il y a un problème de coût. Moi, personnellement, je suis plutôt favorable à un binôme d'évaluateurs parce que souvent, c'est intéressant de croiser les compétences. Je crois que sur un établissement de
80 lits, un peu plus, 3 journées sur site, 3 ou 4 journées sur site, 4 journées sont suffisantes, en sachant qu'il y a une journée qui est plutôt consacrée à construire le projet d'établissement et à faire l'information au personnel pour que les choses soient transparentes, et puis 3 jours vraiment de recueil de l'information, en sachant qu'il y a 2 écoles. Il y a une école qui est sur 3 jours de fil, dans 3 jours qui se suivent. Moi, je préfère la deuxième école, qui est de dire on fait 3 jours, mais on les espace de quelques semaines, pour pouvoir d'ailleurs demander, faire des points de synthèse à l'issue de chaque journée, et éventuellement réorienter le projet à la marge, hein, bien sûr, et pouvoir avoir des temps de respiration permettant d'approfondir éventuellement certaines choses. Sur 3 jours consécutifs, on a un peu de mal. En plus, je pense que les évaluateurs ont aussi besoin de temps pour digérer l'information recueillie. C'est quand même difficile sur 3 jours consécutifs. Mais les 2 méthodes existent. Voilà. Après, c'est le choix du commanditaire. Ok, alors une question de Dominique. Absent au début, le rapport n'est-il pas du ressort de l'organisme qui réalise l'évaluation, le complément devant être très limité? Alors, le rapport final est de la responsabilité des évaluateurs. Ça, c'est clair. Le décret est sans ambiguïté là-dessus. C'est pour ça qu'il y a cette procédure permettant aux commanditaires d'accompagner le rapport de ses propres commentaires. Ok. Une réaction de Muriel par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les risques d'embolie si tout le monde s'y met en même temps. Comment les choses vont se passer pour les ESMS qui ne seront pas dans les temps? À mon avis, alors ça va dépendre du nombre, mais a priori, la volonté du ministère, c'est clairement de respecter les délais. Donc, je pense que le ministère prendra une décision sur cette question au vu du taux de retour. Et ça peut être une décision, alors soit c'est une décision de dire un peu, comme pour un rapport incomplet, on donne 6 mois de plus pour rectifier les choses et pour compléter. Bien, donc ça c'est la circulaire d'octobre 2001, ça peut être 2011, pardon, ça peut être cette solution, soit ça peut être une solution plus radicale, c'est-à-dire de dire que voilà, les ESMS qui n'auront pas rendu, eh ben, il faut qu'ils déposent un rapport, il n'y a pas de renouvellement tacite, et il faut qu'ils déposent un rapport une demande d'autorisation en bonne et due forme. Mais je pense que la décision n'est pas prise. Ok, merci beaucoup. Là, il va être midi, il y a encore beaucoup de questions à traiter, donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne encore quelques minutes pour répondre aux questions qui ont déjà été posées. Par contre, je prends plus de nouvelles questions, parce que sinon, on n'en finira jamais. Si vous avez d'autres questions qui viennent à l'esprit, hein, je vous le redis, vous pouvez les poser sur le forum de VK, www.vk.fr/forum/, dont je vous ai envoyé l'adresse via le chat. Question de Stéphane, la synthèse et l'abrégé doivent-ils être complétés dès la présentation des pré-rapports? Oui, c'est important de le demander. Le pré-rapport doit être dans le format complet du rapport et des annexes obligatoires. Ok. Question de Marie. L'évaluateur externe doit-il examiner exactement les mêmes thèmes analysés par l'ESSMS lors de son évaluation interne, ou bien peut-il zoomer sur certains thèmes ou encore aller plus loin dans le périmètre d'évaluation? Oui, c'est le deuxième élément de l'alternative. Il a pas. Là, c'est l'évaluateur externe doit, en fonction de ce qu'il perçoit de l'évaluation interne, considérer qu'un certain nombre d'éléments sont suffisamment investigués et donc mettre la focale sur sur d'autres éléments ou effectivement aller un peu plus loin dans le questionnement, notamment par exemple mettre un peu de temps sur les rencontres avec les usagers qui, encore une fois, ont rarement été prises en compte en évaluation interne, mais je le répète, ce qui n'est pas une critique, parce que je pense que dans la période d'apprentissage, c'était sans doute compliqué de tout faire. Ok, alors il existe des grilles d'évaluation pour les SSIAD. Connaissez-vous des équivalents pour les services d'aide à domicile? Quel est votre avis sur ces outils? Question de Aude.
En fait, ces grilles qui existent sont plutôt des grilles de diagnostic. C'est pas des grilles vraiment d'évaluation. Ça permet effectivement de faire un premier balayage et elles sont utiles lorsqu'on rédige le document de mise en concurrence. C'est-à-dire lorsqu'on veut pointer les questions sur lesquelles on veut que l'évaluation externe mette l'accent. Parce qu'encore une fois, l'évaluation externe n'est pas une évaluation exhaustive. Donc ces grilles sont utiles parce que c'est un premier diagnostic de situation. Alors, toutes les fédérations en ont produit, donc on en trouve de façon assez disponible, donc il suffit de s'adresser aux différentes fédérations pour avoir des outils de ce type-là, en établissement ou en service, hein, d'ailleurs. Ok. Alors une question de Blaise, dont la réponse risque d'être un petit peu longue. Pouvez-vous repréciser le calendrier des évaluations internes et externes? On ne s'y retrouve plus. Alors, je vais conserver l'évaluation externe. Si votre établissement a été autorisé et ouvert avant juillet 2009, avant le 21 juillet 2009, vous devez rendre un rapport d'évaluation au 3 janvier 2015. Évaluation externe. Donc pour l'évaluation interne, là maintenant, il faut regarder les travaux que vous avez faits, les compiler, mais vous n'avez pas le temps de faire une éval interne et une éval externe. Donc il faut aller sur l'éval externe et autres. Si vous êtes autorisé après, c'est le cycle normal, c'est-à-dire une évaluation, un rapport d'évaluation interne tous les 5 ans et une évaluation externe tous les 7 ans. Ok. Autre question de Blaise toujours. Qui du chef de l'établissement ou des évaluateurs choisira les professionnels qui seront interrogés? N'y a-t-il pas des risques de biaiser volontairement la réponse? Alors, a priori, ça doit se faire en co-construction. C'est-à-dire que quand on co-construit le projet, se mettre d'accord sur comment on fait, etc. Ensuite, l'évaluateur externe va rencontrer les personnes qui ont été désignées, mais il a toute latitude pour rencontrer qui il veut, y compris les stagiaires, pendant les temps d'évaluation. Et si jamais l'évaluateur externe était empêché ou s'il avait le sentiment que la co-construction n'était pas véritablement une co-construction, il le mentionnera dans son rapport, et ça, je pense que ça sera pointé par les autorités publiques. Ok. Dans le même ordre d'idée, une question de Bénédicte qui dit certains évaluateurs acceptent de modifier le rapport pour se garder une clientèle, en particulier celle des grandes associations gestionnaires. Oui, il y aura des débordements de ce type-là. C'est pour ça d'ailleurs que les autorités publiques vont porter un soin à comparer l'information qu'ils ont déjà, même fût-elle imparfaite, sur un établissement, un service, et ce qui ressort du rapport d'évaluation. Et ils feront des croisements. Et je pense que certaines autorités publiques, s'ils trouvent qu'un rapport est un tout petit peu trop positif, dithyrambique, et eux ont une image un peu différente, ils risquent de diligenter une inspection. Et là, effectivement, et le commanditaire et l'évaluateur externe risquent gros. L'évaluateur externe d'être éjecté de l'habilitation et le commanditaire de se voir refuser le renouvellement tacite de l'autorisation. Après, c'est vrai que sur les 1200 évaluateurs externes, ils n'ont peut-être pas tous une déontologie et une éthique absolument totalement correcte. Ok. Une question toujours de Blaise et qui est rejointe par une question de Florence. Je vais vous poser les deux d'un coup. La question de Blaise, c'est pourriez-vous nous donner le coût d'une évaluation externe? Et la question de Florence, c'est passer 3 jours, c'est sans doute parfait, mais quid du coup? Peu d'établissements sont prêts à payer. Alors, le coût, en gros, on est autour de, il faut compter environ 1000 euros, autour de 1000 euros pour une journée sur site, et un peu moins, entre 8 ou 800, 900 pour une journée hors site. Donc sur 4 jours sur site, voilà, ça fait 4000 euros, plus 2 ou 3 jours hors site, voilà, on est sur 7000 euros en gros, en sachant que alors, si vos établissements relèvent en partie de l'ARS, les ARS ont donné des crédits non reconductibles. Alors le problème, c'est que je pense que maintenant, pour 2014, la fenêtre doit être terminée. Enfin, il faut voir région par région, mais je crains que ce le soit. Et éventuellement, des conseils généraux acceptent de les reprendre en déficit, en sachant que les coûts de l'évaluation externe peuvent être amortis sur 3 exercices.
Ok. Donc Khaled réagit, 4 jours c'est beaucoup, surtout à deux. Si l'étude documentaire est bien faite, 2 jours suffisent. Oui, c'est une moyenne. Après, c'est à chaque établissement de voir ce dont il a besoin. Ok. Pensez-vous que les préconisations de l'évaluateur doivent être étayées par des textes de loi, des recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM? Une question de Florence. Non, non, pas forcément. Texte de loi, non, parce que c'est préconisation, proposition. Par contre, oui, l'évaluateur externe peut peut-être, sur certaines propositions, préconisations, inciter, par exemple, l'établissement à s'appuyer sur telle ou telle recommandation de bonne pratique, s'il estime qu'il y gagnerait. Oui, ça, il peut le faire, à titre d'illustration ou d'indication, parce qu'il faut que les propositions et préconisations soient utiles pour l'établissement. Et d'ailleurs, le décret précise bien que celles-ci doivent être faites en tenant compte des moyens. C'est-à-dire, en gros, pas de préconisation qui disent il faut augmenter les effectifs de 10%. Ok. Bon, je vais prendre une dernière question et puis on va arrêter là. Une question d'Aude qui voudrait savoir si l'AFNOR est reconnu comme évaluateur externe. Oui, Oui. oui, oui, tout Ok. à fait. Bon bah écoutez, merci beaucoup. On va Je vous en arrêter prie. là pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. J'espère que cette webconférence vous a plu. Si vous avez donc, comme je le redis, hein, si vous avez encore des questions, vous pouvez aller sur le forum VK, dont je vous ai donné plusieurs fois l'adresse. N'oubliez pas non plus donc les solutions plus approfondies que propose VK en termes de formation de base documentaire. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. On vous enverra donc prochainement l'enregistrement vidéo de la conférence, sans doute la semaine prochaine. Merci pour votre attention et une bonne journée à tous. Et bonne journée à vous, Monsieur Saligna. Merci, au revoir à tout le monde. À bientôt.